Monsieur Bongali, Oui, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la web radio Oville Lumière. au plaisir. Donc avec moi il y aura Xavier Coulan, donc ancien de Liberté pour les auditeurs. Salut Xavier. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, je dis bonsoir à tout le monde qui est déjà en direct. Bonsoir Salim. Et ravi de vous Bonsoir. recevoir. Et je vous écoutais d'ailleurs à l'époque avec Nicolas Villas sur il y a pas longtemps sur la radio RTL L'équipe. Exactement, oui, avec le beau Nico qui aujourd'hui est sur Machin Sport, notamment l'excellent Nicolas Villas d'ailleurs. J'aime bien. Et il y aura aussi Frédéric Kramer qui est avec nous aussi. Salut Frédéric. Bonsoir Salim, merci d'être là ce soir avec nous. Bonsoir Frédéric. Donc je vais laisser les questions en priorité. Qui c'est qui veut commencer? Xavier, tu commences? Ouais, je vais commencer. Vas-y. Je suis comme une bouillette comme d'habitude, t'inquiète pas. Vas-y. Salim, merci de passer chez nous. Et moi, nous, on est une radio qui parle beaucoup du PSG, mais le foot en général. C'est quoi votre vision à vous sur le PSG depuis le début de saison? Bon, je pense que ça va être un peu comme on entend un peu à droite à gauche. Est-ce que vous êtes optimiste pour 2015 par rapport à la deuxième partie de saison, contrairement à la deuxième partie de saison, contrairement à la première partie où le PSG a un petit peu inquiété tout le monde, je crois. Ouais, c'est vrai que j'avais déjà été l'invité de la radio il y a quelques semaines, c'était à l'issue de la première partie de saison justement, Tout à où on fait. avait pas mal discuté. Et je me rappelle, j'avais été très pessimiste notamment sur ce PSG en disant notamment de manière assez claire à ce moment-là que le PSG pour moi ne serait pas champion de France. Alors je vais peut-être surprendre ou pas, je ne sais pas, mais je vais garder mon propos. Alors je vais dire que, alors ça paraît compliqué, je suis pas vraiment pessimiste sur le championnat. Alors vous allez me dire ils ne sont pas champions, donc c'est pas forcément autre chose, évidemment. Mais ce PSG a des choses d'être exceptionnel, c'est le moins qu'on puisse dire, a au moins le mérite d'être efficace. C'est déjà une bonne chose quand même. Aujourd'hui on a tendance à l'oublier et évidemment on se entend pour certains en tant que supporters du Paris Saint-Germain, certains veulent aujourd'hui du spectacle et du 5-0 tous les jours. Mais ne serait-ce que déjà gagner et réussir à perdre aussi peu de fois, puisque le PSG au final ne perd quasiment pas, déjà ça c'est une perte. Sur la manière, je repasserai, je suis un peu plus inquiet. Voilà. Si c'est la réponse que vous vouliez entendre ou pas, je suis désolé, mais c'est la réponse que je voudrais émettre sur ce 2015 en tout cas. Et pour le titre, vous, par exemple, pour le titre de champion, vous les voyez plus champions que fin 2014? C'est extrêmement délicat. Je vais être honnête aussi, en première partie de saison, déjà je voyais pas l'Olympique lyonnais être placé à ce point-là, même si évidemment il y aura un point que l'on abordera notamment sur le Lyon PSG qui arrivera prochainement, puisque la Casette ne sera pas là, ce qui est un énorme manque, évidemment pour l'Olympique lyonnais, ça c'est pas normal. C'est que avant que vous arriviez, mine de rien, un petit tournant ce week-end, déjà d'avoir gagné à Saint-Etienne, comme vous dites, au niveau du jeu, c'était pas magnifique, mais au moins gagner à Saint-Etienne et revenir, c'était important. Et là, il y a surtout, ce week-end, il y a un PSG Rennes et il y a un Monaco-Lyon. Avant un Lyon PSG, ça peut C'est être vendredi à 20h30. Paris peut recoller à Lyon avant de se déplacer là-bas. Et comme vous dites, en plus de perdre la Casette, ça peut faire un petit peu mal à Lyon. Après, je continue de penser aussi que la Ligue des Champions va pomper d'énergie. Alors vous allez me dire, il y aura peut-être, on ne sait pas, peut-être que deux matchs entre guillemets, puisque peut-être que le PSG sera éliminé par Chelsea. Perso, sans être supporter du PSG ou pro PSG, peu importe, je pense moi, de manière objective, que le PSG sera sortir par Chelsea. Après, ces deux matchs-là vont tout de même pomper d'énergie, alors physiquement, mais surtout dans les têtes. Dans les têtes, ça va être, surtout si élimination, alors après avoir s'il y a une grosse élimination, ça peut faire très mal dans les têtes, et ça peut être un gros couac qui impactera le championnat. C'est pour cette raison aussi que je continue de penser que le PSG, malgré le fait que le PSG ne perd pas, ce PSG, à mon sens, restera deuxième ou troisième, mais pas champion. D'accord. Vous pensez que le match justement entre Lyon et le PSG sera décisif pour le titre prochainement? Non, justement, je pense que ce sera un tournoi potentiel, mais on va prendre un cas d'école très simple. Imaginons le PSG qui s'impose à Gerland. On ne soit pas aligné si, c'est tout à fait possible. Mais je continue de penser que la double confrontation face à Chelsea va tellement couper l'énergie que cela va impacter ce qui va se passer en championnat et notamment les matchs qui auront lieu avant et après ces confrontations face à Chelsea. Et sur ces matchs-là, je continue de penser le PSG peut perdre des points et donc
Lyon, qui, on rappelle, n'a plus qu'un seul championnat, enfin qu'une seule compétition, en l'occurrence deux championnats justement, ne perdra pas ces points-là, il n'y aura pas d'énergie physique ou mentale à perdre sur ailleurs, puisqu'il n'y aura que le championnat. Voilà. D'accord. Frédéric? Oui. Vas-y, à toi. Alors moi, donc, j'avais une petite question déjà pour, en fait, sur un tweet en décembre 2012 que vous avez fait sur Zlatan. Oh là là, bien sûr, c'est longtemps ça. Oh là là. Bien sûr ironique. Non, mais bien sûr ironique. Tu peux le rappeler. Voilà, tout à fait. Je le connais pas le tweet. Tu peux le rappeler? Alors en fait, d'après ce que j'ai pu voir comme information, donc Salim a fait, comment dire, Messi a inscrit 90 buts dans l'année et tout ça, et en fait, Salim s'est mis à la place de Zlatan en disant, bah, moi, si j'avais autant de pénaltys de sifflets dans mon championnat, j'aurais mis aussi 90 buts. Le truc, c'est que le commentaire le tweet était ironique et ça a pris de l'ampleur dans tous les journaux et tous les médias en disant que oui, vraiment, il y a eu une polémique énorme et tout ça. Donc, derrière, comme professionnel et personne sérieuse dans son métier, Salim a supprimé déjà dans un premier temps son truc, s'est excusé et a dit que c'était ironique. Mais que les gens ne l'avaient pas compris comme ça. Donc la question en fait c'était, est-ce que vous avez eu des retombées négatives par rapport à ça en fait? Il n'y a rien de On va laisser. Xavier, vas-y. En fait, moi, c'était une bonne leçon pour moi, notamment par rapport à l'utilisation de Twitter. Alors, vous l'avez bien résumé. Moi, quand j'écris cette phrase, entre guillemets, je me mets à la place d'Ibrahimovic et je le précise bien évidemment, je ne donne pas une information. Je suis pas en train de dire Ibrahimovic a dit ça, etc. Malheureusement, cela a été repris par un camarade de AS, le quotidien espagnol, qui l'a repris très sérieusement. Et ensuite, a fait effet boule de neige, puisque ça a été repris par le Corriere dello Sport, Bild en Allemagne, la Sky, la presse suédoise, qui allait même jusqu'au Brésil d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'après, effectivement, j'ai dû, et comme vous l'avez dit, effacer, je m'en cache pas, effectivement, mais surtout, m'excuser en français, en espagnol, en anglais, et bien expliquer que c'était ironique et rien d'autre. J'ai eu des retours négatifs, j'ai eu des retours humoristiques. Voilà, c'est comme vous l'avez dit, il y a plus de 2 ans, c'est passé, mais sur le coup, ça m'a surpris, moi, que malheureusement, dans ce métier, le journalisme, on ne vérifie pas, il n'y a que 2 journalistes qui m'ont appelé. Uniquement 2 journalistes qui m'ont appelé pour me demander, mais Salim, où t'as eu cette info? Quelle info, de quoi vous parlez? Ben non, c'était pas une info, c'est absolument pas ça. C'était une phrase personnelle, sur le ton d'humour, qui malheureusement a été prise au sérieux par certains. Voilà, c'était il y a 2 ans, c'est le passé, et c'est bien le passé, quoi. Tout à fait. Frédéric, continue. D'accord, donc déjà là-dessus. Et je voulais savoir, donc dans votre parcours scolaire, vous avez fait des études de commerce international. Et en fait, je voulais savoir si vous n'aviez pas un manque ou être déçu de ne pas avoir fait l'école de journaliste que vos collègues ont fait sûrement pendant leurs études avant de faire des émissions avec vous. Je vais vous dire la vérité, pour moi c'est même un plus en fait d'avoir fait ce que j'ai pu faire avec mon cursus, qui est un cursus très généraliste au final, qui n'est pas, alors attention avec le terme que je vais utiliser, stéréotypé par une école de journalisme plus classique, que ce soit reconnu ou non reconnu dans le métier. C'est vrai que par exemple à Europe 1, mais comme dans d'autres médias avec lesquels je collabore, il y a très peu de personnes qui ont mon profil, pour pas dire pas du tout, j'en connais quasiment pas, qui ont comme moi pu faire des universités et autre chose. Donc au final, moi je le prends plutôt comme un plus, puisque j'ai un regard, je vais exagérer en disant ça, mais en tout cas, j'ai parfois une position qui n'est pas forcément similaire à d'autres, parce que je pense avoir fait autre chose et pas une école de journalisme. Donc pour moi, c'est pas un manque, au contraire, j'ai envie de dire. D'accord. D'accord, merci.
Ouais, non, c'est intéressant ce qu'a dit Saïm là, parce que je suis un peu d'accord quand c'est peut-être des clichés de dire ça, mais quelqu'un qui sort pas d'une école de journaliste, peut-être que on voit les choses différemment, que des fois on est peut-être un peu pas stéréotypé comme vous disiez, ouais, mais on a une vision un peu formatée d'école de journalisme, mais quelqu'un qui vient d'un monde extérieur, c'est pas un mal non plus. C'est pas mal. Ouais. Oui, voilà, c'est pour ça que il me semble que Pardon. Nicolas Villas, c'est les mêmes qu'avec vous, je crois, il a pas fait l'école de journalisme. Hein. Exactement. Nico, c'est pareil aussi. C'est pour ça que je dis, je sais qu'on est une espèce assez rare dans le métier, entre guillemets, mais voilà, ça fait partie de ces... je continue de penser, pour moi, que c'est un plus. Quand je suis, par exemple, le samedi ou dimanche à l'Europe 1, autour de moi, je n'ai que des personnes qui ont fait des écoles de journalisme. Je suis le seul, en l'occurrence, à ne pas en avoir fait, et ça m'empêche pas de bosser, de continuer de bosser, puisque je dois m'améliorer dans un bon nombre de domaines, évidemment. Je pense avoir des qualités et des défauts aussi que j'essaie de gommer, mais je me dis que ces qualités-là, je les ai aussi parce que j'ai fait une université plus classique, qui a touché à l'économie, au droit, aux mathématiques, au marketing, que j'aurais pu ne pas avoir, en tout cas le regard, ou les avantages que j'aurais pu ne pas avoir si j'avais fait une école de journaliste complète, effectivement. Et c'est quoi justement votre vision du football, vous qui êtes assez récent dans le métier, hein, on peut dire ça, c'est quoi votre vision du football par rapport aux années, on se rappelle les années 90, 2000, depuis quelques années, vous trouvez que beaucoup dénoncent le football business, vous en pensez quoi justement? C'est délicat de comparer les deux époques. On est quand même dans deux époques tellement différentes. Alors, on avait évoqué le foot business. Oui, l'argent fait partie du football et on ne va pas s'en cacher et s'offusquer de cela. On évoquait sur cette radio, on évoque évidemment le Paris Saint-Germain. Le PSG a aujourd'hui des moyens colossaux. Ces moyens au PSG, comme dans d'autres clubs aussi, on ne va pas s'en plaindre quand même. Ça fait partie du football. J'ai pas envie de comparer les deux. J'ai envie de parler d'évolution, de changement du football. J'ai surtout envie de dire que il y a une chose cet argent donc permet, à mon sens, à ce football d'être vu d'une autre manière. Après, avec les relations que je peux avoir aujourd'hui, on a pu voir notamment il y a quelques années, et justement ça évolue, quand je discute souvent, on a eu une période où j'ai eu très peur, il y a peut-être 3, 4, 5 ans, où notamment les transferts augmentaient tellement, en tout cas les sommes mises dans les transferts. On a confère Gareth Bale dernièrement, mais d'autres transferts avant. Hein. Et alors vous allez me dire, cela touche le PSG, mais indirectement, ce fair play financier n'est pas forcément une mauvaise chose pour permettre à cette bulle spéculative, puisque le football a été pendant un certain moment une bulle spéculative où l'argent circulait tellement trop facilement, cet argent faisait à mon sens du mal. Alors aujourd'hui, il y a de l'argent aussi, mais j'ose espérer, en tout cas c'est un vœu pieux, que l'argent un peu plus contrôlé, ou mieux contrôlé en tout cas, permettra à ce football de s'assainir, en tout cas à ce football de ne pas dévier dans le noir absolu, mais de rester dans une certaine ligne droite. J'ose espérer, c'est un vœu pieux, pour permettre à ce football, à terme, à moyen terme ou à long terme, de revenir sur un droit chemin qu'il a malheureusement quitté depuis un certain moment. Et si vous seriez dirigeant du Paris Saint-Germain, vous actuellement, si on vous disait, vas-y, tu as le droit à un joueur ou en fin de mercato, bon là, peut-être pas mercato d'hiver, mais le prochain, quel joueur serait une priorité pour vous? Le joueur qui monterait au club? Alors après, il faut voir en fonction, vous l'avez dit, du fair play financier. On le sait, il y aura toujours des limites par rapport à ça, en tout cas l'été prochain, puisqu'on le rappelle, le Paris Saint-Germain il ne pourra débourser qu'aux alentours des 60 millions d'euros tout de même s'il y aura sans doute des ajustements à faire, notamment concernant le salaire qui pourra être mis, la masse salariale du club. Je demande à surveiller notamment le milieu de terrain. Je m'explique. Thiago Motta n'est plus tout jeune. Aujourd'hui, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Et il est moins bon cette année. Malheureusement, je crois qu'on est d'accord là aussi dessus. Blaise Matuidi, à ses côtés, vous allez me dire, c'est Blaise Matuidi, quand même, ça reste un intouchable, mais il faut reconnaître aussi que cette année, il est quand même moins bon. Je crois là aussi que nous serons d'accord là-dessus. Donc, si vous avez un vœu pieux à faire, si vous avez une certaine somme d'argent à mettre, Paul Pogba, au milieu de terrain, il est ce jeune, il n'est pas vieux, évidemment, il n'a que 22 ans.
Imaginez un instant, vous êtes pourquoi pas supporter du Paris Saint-Germain, vous rêvez un moment d'un duo Verratti-Pogba. Sur le papier, c'est alléchant. Alors après, tactiquement, c'est gênant aussi, puisque à ce moment-là, qui est vraiment le créateur de ballon ou celui qui descendrait pas? Est-ce que Paul Pogba peut le faire? Est-ce que Verratti est à même de le faire de manière propre? J'en suis pas totalement certain. Perso, Pogba, je le vois très haut. Moi, mon vœu pieux, c'est de voir Paul Pogba derrière l'attaquant. Techniquement, il est tellement à l'aise, il réussit à marquer des buts tellement faciles que Pogba, pour moi, il serait là. Mais voilà, si vous avez un vœu pieux, si vous me posez la question, ben, ma réponse, c'est Paul Pogba. Est-ce que vous, comment dire, est-ce que pour vous, Laurent Blanc est l'homme de la situation? Ah, ça, j'ai déjà répondu il y a quelques semaines, quelques mois, quand j'étais sur notre antenne. Tout à fait. Et déjà, à l'époque, j'avais dit non. J'avais dit non. Ça a Pour moi, pas Laurent changé. Blanc n'est pas l'homme de la situation comme il ne l'était pas lorsqu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Alors attention, je suis pas en train de dire que Laurent Blanc est un homme lambda. Il a quand même gagné des titres, il a fait des choses, évidemment. Mais aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, sauf miracle, j'entends par miracle une victoire en Ligue des Champions, il va être remercié dans 5 mois. Voilà, déjà soyons clairs là-dessus, il faudra un miracle. À partir de là, il n'est que désormais peu respecté par ses joueurs. Certains joueurs ne l'écoutent plus ou ne l'ont quasiment jamais écouté. Quand vous avez un entraîneur qui est dans cette position-là, vous n'êtes très clairement pas l'homme de la situation. Carlo Ancelotti avant lui était bien mieux écouté, bien plus écouté. Il a été affaibli, à mon sens, Laurent Blanc par Nasser Al-Khelaifi, qui ne l'a pas mis dans les bonnes conditions. Confère ce qu'a fait Nasser Al-Khelaifi, notamment au Brésil, lors de la Coupe du Monde, en allant se promener dans les stades brésiliens avec Zlatan Ibrahimovic, et donc en affaiblissant directement Laurent Blanc. Je continue de penser que Laurent Blanc n'est donc pas l'homme de la situation. Alors qui peut le remplacer à ce moment-là? C'est beaucoup plus compliqué. Déjà, il n'y a pas forcément beaucoup de personnalités. J'entends par personnalité de grands entraîneurs, des noms donc, qui sont sur le marché, même s'il y en a un auquel je pense souvent dans ma tête. Je pense souvent à Fabio Capello. En Russie, ça se passe pas forcément très bien pour lui. Fabio Capello, c'est un nom qui est notamment très apprécié par ceux qui sont passés par la Serie A. Lui, typiquement, serait, à mon sens, même de la situation, Laurent Blanc ne l'est plus. Oui, ça c'est sûr. Vous avez l'impression que Capello, je suis d'accord, c'est un super entraîneur, mais ça fait un peu, il s'est un petit peu perdu depuis quelques années. C'est plus, je vais pas dire démodé, mais j'ai plus l'impression qu'il soit. Il y a longtemps qu'il n'a pas entraîné des grands clubs. Non. Mais c'est un peu le souci aussi. Et vous avez raison, vous avez totalement raison de réagir ainsi. Capello, au final, là, il est passé par la sélection russe. Il est, pardon, en sélection russe. Mais évidemment, le quotidien de sélectionneur et de celui d'entraîneur de club n'est évidemment pas le même. Est-ce que Capello veut replonger à son âge dans ce type de coaching quotidien? C'est déjà une question. Et vous avez... Ah, pas démodé, je vous dire oui et non. Il a un certain âge, donc c'est un fait. Après, il est encore une fois respecté. C'est bête, hein, ce que je dis, mais dans le métier des entraîneurs respectés par les joueurs et en l'occurrence par les grands noms du football mondial, il n'y en a pas 50 quand même. Hein. Aujourd'hui, vous avez qui potentiellement un Mourinho peut être respecté évidemment, un Guardiola peut être respecté, des noms de ce style, Ancelotti était respecté au Paris Saint-Germain, mais encore une fois, il n'a pas 50 des noms, et je pense sincèrement que Capello fait partie de cette shortlist, entre guillemets, c'est ma shortlist, hein, des entraîneurs respectés et respectables. Capello en fait partie. Le nom qui ressort le plus, c'est Diego Simeone, et je pense que souvent on reproche que des matchs où ça manque un peu de tranchant, un peu de niaque. C'est sûr que lui, à mon avis, vu comment il fait jouer et comment il jouait, je pense que c'est sûr que lui, il aura la niaque. Après, ouais, comme vous dites, il faut avoir la poigne, la crédibilité, enfin légitimité pour entraîner un vestiaire. Une grande équipe, c'est pas évident. Et d'ailleurs, l'autre fois, parce qu'on a reçu Simone Rovera, et on en parlait avec François, justement, dans l'émission, et on parlait de Rudy Garcia, mais comme je disais, je suis pas sûr que Rudy Garcia aurait plus de légitimité au sein d'un vestiaire du PSG, par exemple, même s'il vient de la Roma, qu'il a fait des belles saisons là-bas, que Laurent Blanc. C'est une question Rudy Garcia est un bon entraîneur, et même un très bon entraîneur, ça, vous avez raison de le préciser. En revanche, effectivement, Rudy Garcia, il lui manque ce petit truc, c'est que c'est malheureux de dire ça. Alors, certes, il a gagné le championnat de France avec Lille, belle performance, il a gagné la Coupe de France avec Lille, belle performance, mais pardon de dire ainsi, de manière aussi grossière, de manière aussi grossière, ce ne sont que des titres en France. Je veux dire par là,
pour être respecté par des grands noms, à un moment donné, vous devez prouver à l'étranger ou prouver en Coupe d'Europe. Rudi Garcia n'a pas fait. Les noms qui l'ont fait, ce sont Diego Simeone, qui l'a prouvé en gagnant juste le championnat d'Espagne l'année dernière devant le Real et le Barça. C'est peu dire quand même, il avait failli gagner l'année dernière avec des champions à 2 minutes près. Capello, Ancelotti, Mourinho, voilà. C'est pour ça que Garcia est un ton en dessous aujourd'hui, à mon sens. Xavier, tu as une dernière question pour notre invité? Bah ouais, juste pour terminer, donc je voulais savoir le favori pour vous. Qui sera votre favori pour gagner la Ligue des Champions cette saison? On a bien compris que c'était pas le PSG. Alors attention, je souhaite pour les supporters du PSG me tromper. Après, moi qui suis vraiment ce championnat anglais, en plus Chelsea dans son malheur a eu une bonne chose en étant éliminé de la Cup, de la Coupe d'Angleterre ce week-end par Bradford. C'est une bonne chose au final. Chelsea n'avait à mon sens pas les moyens d'être sur les 4 tableaux. Donc être éliminé ainsi est une bonne chose justement pour cette équipe de Chelsea. Et c'est pour ça que malheureusement donc je continue de penser que le PSG va avoir de grandes difficultés et donc va potentiellement être éliminé. Après concernant le favori potentiel, c'est vrai que Chelsea, s'il n'y a pas de blessé, Chelsea peut aller loin. Après c'est malheureux, je vais pas aller dans la nouveauté, je vais pas vous faire croire que je pense que chaque va gagner avec des champions. Je vais rester sur mon trio classique, Real, Bayern, Chelsea. Après, il y aura une chose importante qu'il faudra évidemment surveiller, ce sera le potentiel qui arrive des quarts de finale. Voir qui s'entretue entre guillemets, parce que si vous avez un Real Chelsea en quart, forcément il y aura un gros qui sortira ou un Real Bayern. Donc les classiques restent là, le Real, le Bayern, le Chelsea, dans le désordre ou pas, à suivre dans les prochaines semaines. Mais de toute façon, je suis d'accord avec vous, on peut être supporter et être une radio supporter proche du PSG, être objectif et pour dire qu'il faudra faire un exploit, faire un gros match pour pouvoir sortir Chelsea, car ça ne sera pas évident du tout. Ça, je suis d'accord avec vous. Si vous permettez, je me permets de corriger, faire 2 gros matchs même. L'année dernière, on a vu face à Chelsea, le match aller, ça s'était bien passé. Il faut bien le préciser par rapport à l'année dernière, oui. Voilà. Et sauf que, et justement, je terminerai sur ça par rapport à la Ligue des Champions, mais souvent certains, comparent le PSG Chelsea de la saison dernière à celui potentiel de cette année. Je rappellerai juste qu'à mon sens, le Chelsea de l'année dernière est plus faible que celui de cette année, et le PSG de l'année dernière est à mon sens moins fort que celui de l'année dernière, que celui de l'année dernière. Notamment, il y a un homme qui a été perdu, c'est Alex. Je continue de penser que Alex en défense centrale était un homme exceptionnel et d'avoir laissé partir a été à mon sens une erreur affolante. David Luiz, Thiago Silva, alors même si Thiago Silva va, et ça je fais aussi mon mea culpa, j'étais très critique à son sujet en première partie de saison. Depuis 2-3 matchs, il est mieux. On va voir si ça va continuer ainsi, évidemment, le concernant. Il y a un autre homme qui va mieux aussi, c'est Marquinhos. Marquinhos, que je trouve très intéressant sur le côté droit. D'ailleurs, des perdants potentiels peuvent être, évidemment, Van der Wiel et Aurélien indirectement. Après, sur la Ligue des Champions, je continue de penser que Chelsea est plus fort que la saison dernière. La saison dernière, ça s'était joué sur une dernière minute, évidemment, avec celui de Dembaba. Aujourd'hui, Chelsea peut ne pas attendre la dernière minute pour gagner. Je me rassure sur la confrontation, vous pensez comme moi, comme quoi je ne dois pas être si bête que ça et je dois m'y connaître un tout petit peu, hein, François. Hein. Ah oui, ce que j'ai dit depuis quelques jours sur la confrontation Chelsea-PSG. Exactement, ce sera que je le sentais pas bien, j'ai l'impression que Paris avait regressé, Chelsea progressé. Après, il y a des exploits qui peuvent être faits, comme à l'époque, dans les années 90, que le PSG a fait. Il faudra faire un exploit. Et puis tout récemment, et c'est pour ça qu'on aime la Ligue des Champions et le football tout simplement. Ces exploits sont possibles, mais pour cela, encore une fois, il faudra surveiller. Il reste, n'oublions pas, nous ne sommes que sur la dernière semaine de janvier, il reste donc 3 grosses semaines avant la Ligue des Champions. Donc 3 semaines, il y a le temps, c'est fou de le dire, mais c'est un fait, d'avoir des blessés de part et d'autre. Demain, vous avez Nemanja Matic qui se blesse à Chelsea, et Fabregas, et bien ce Chelsea n'est tout d'un coup plus le même. Vous avez Thiago Silva, vous avez Thiago Motta, vous avez Verratti qui se blesse au PSG, le PSG n'est plus tout à fait le même. Donc on a encore un petit peu de temps avant de se prononcer. Aujourd'hui, je continue de penser que Chelsea est devant. Dans 3 semaines, si vous avez des blessés à Chelsea et pas au PSG, peut-être que mon opinion évoluera. Tout à fait. Frédéric, tu as peut-être une dernière question pour moi, une dernière question, oui. Donc, lors des émissions de Fotenco, vous côtoyez Jérôme Alonso, c'est un gardien du PSG. Je voulais savoir si, pendant les matchs de coupe où il était souvent aligné, vous parlez du PSG et ses souvenirs
de séances de tir au but qu'il faisait aussi impeccable qu'il soit dans les buts. Parce que c'était un peu son dada, les tirs au but, quoi. Et d'ailleurs, les tirs au but, c'est vrai. Alors, je pense que ce match-là, tu peux... Xavier, attends, allez-y. Oui, non, c'est vrai qu'on a pu régulièrement parler des tirs au but, alors que ce soit à l'antenne ou hors antenne d'ailleurs. C'est vrai qu'il apprécie cet exercice qui, pour un téléspectateur lambda, fait peur, pour ne pas dire autre chose. Le cœur qui bat à 100 à l'heure en se disant, en espérant que l'adversaire va rater et que votre équipe de cœur va réussir à marquer ses tirs au but. Alors, vous n'avez pas forcément, dans les propos qu'il a pu me rapporter régulièrement, il n'avait pas de truc particulier dans les tirs au but, c'était le feeling, tout simplement. Il essayait, même pas d'aller au bluff, mais il voyait simplement la position du pied de l'adversaire, il voyait le regard, et après c'était du feeling. Il n'y avait pas quelque chose de particulier qui faisait qu'il réussissait plus qu'un autre. C'était du feeling, et oui, comme quoi parfois le hasard, entre guillemets, peut bien faire les choses aussi. Tout à fait. D'accord, merci. Donc on vous remercie encore énormément d'être passé sur la web radio Ville Lumière. C'est moi, avec un grand plaisir. Donc on peut remercier Xavier, Fred. Oh là là, c'était vraiment sympa. Et en plus, là, Fred, tu as parlé de Jérôme Alonso. Moi, c'est l'un des joueurs que, même si c'est pas celui qui a été le meilleur qui est passé au PSG, mais dans le cœur des supporters, il a beaucoup compté. Et d'ailleurs, vous lui passerez le bonjour et les supporters l'ont pas oublié. Et, vraiment quelqu'un de bien. Il y a des joueurs vraiment qui marquent un club. Et moi, c'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié lors de son passage au PSG et même dans les autres clubs. Et d'ailleurs, partout où il est passé, il a été vraiment apprécié dans tous les clubs. Totalement. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc on remercie encore Monsieur Salim Bongali d'être passé sur la web radio Ville Lumière. Et merci aussi à Xavier Coulant, donc qui est consultant sur la web radio, et Frédéric Kramer qui est animateur sur la web radio. Ça vous a plu, non? Ça va? Oui, très bien. Ouais. Et j'espère avoir peut-être prochainement Jérôme Alonso grâce à Monsieur Bongali. Voilà. On verra bien. Ce sera les cadeaux de Noël avant l'heure. Donc, moi, Frédéric, je pense que tu pensais à cette séance-là, quand tu parlais des tirs au but, la fameuse séance, le PSGOM, où il y avait, je sais plus combien de tirs au but, ça avait fini à 7-6 ou... Ouais, tout à fait. Bah, moi, j'étais dans le stade, ce jour-là. Et Jérôme Alonso, qui était gardien numéro 2, à ce moment-là, moi, je trouvais que il n'avait pas sa place en tant que gardien numéro 2. Ensuite, bon, après, c'est mon avis perso, et puis moi, je suis pas placé comme entraîneur pour faire des choix. Ensuite, voilà, moi, c'est vrai que, comme dit Monsieur Bengali, le fait de ressentir le penalty, de voir Jérôme Alonso se préparer, se taper le poing, le gant sur le cœur en disant je vais y arriver, je vais faire tout pour vous. Rien que d'y repenser, de revoir cette scène, ça me donne des frissons à l'heure actuelle, quoi. Ouais, non, c'est bien. Et d'ailleurs, c'est avec ce match-là qu'il est un peu rentré dans le cœur des supporters. Voilà. Tout à fait. C'est un match qui joue son tournant. Tout à fait. En tout cas, toi, tu avais de la chance d'y être parce que tu vois, moi, j'y étais pas. Et je l'ai vu devant ma télé. C'était aussi stressant et tu as eu de la chance de voir ça. Et puis, bah voilà. Non, mais c'était bien, vachement intéressant, Salim Bongali. Et c'était intéressant aussi d'avoir quelqu'un, tu vois, qui sort pas d'une école de journalisme et qui, bah voilà, a percé dans le métier de journaliste. Et comme quoi, il faut pas non plus que passer par l'école de journaliste, mais on peut être un bon journaliste sans y être passé. Et c'est bien d'avoir des gens qui viennent de mondes différents, quoi. Voilà, tout à fait. Pour info, il a été, après ses études de commerce international, en fait, il a été au culot. Il a été dans toutes les émissions, dans toutes les radios, les presses écrites et autres du journalisme. Et en fait, il a envoyé plein de CV. Il a commencé par des stages. Il a fait de l'émission sur RMC et il a été chez RMC, il a été chez RTL, enfin il a fait pas mal de trucs, et voilà, il a percé, maintenant il fait 3 émissions, enfin il est sur Europe 1, sur l'équipe, il fait l'équipe TV aussi, et je trouve que c'est un journaliste très très professionnel qui dit ce qu'il pense, et qui
bon, comme je l'ai stipulé en 2012 là, par rapport à son tweet ironique, je reprécise encore une fois, voilà, il y a eu des choses qui fait que on apprend toujours de ses erreurs. Donc là, c'était une petite erreur de sa part d'avoir dit ce tweet. Enfin, pas une erreur, mais comment dire, ce geste ironique qui pensait pas aussi dangereux. Tu sais pas comment ça va être interprété. Il pensait pas que ça allait être interprété sérieusement et répandu dans le monde entier comme ça a été fait, quoi. Tu sais, moi, après, je pense qu'on va conclure pour François. Tout à fait. Mais c'est ce que j'en parlais avec François l'autre fois dans une autre émission. C'est pareil quand tu fais de la radio, de la télé ou même de la web radio comme nous. Nous, on fait ça par passion, donc on parle avec le cœur passionnément du foot. Et en parlant de foot, tu prends pas trop de risques. Moi, d'où je venais aussi, je faisais une émission qui était consacrée au monde des supporters. Bah, c'est pareil, il faut peser un peu tes mots, faire attention à ce que tu dis, parce que mine de rien, il y a des gens qui t'écoutent, alors que tu parles football, supporter ou autre chose, d'autres émissions. Et parce que des fois, il y a des gens qui peuvent mal interpréter ce que tu dis, ou ça peut ne pas plaire, donc il faut vachement peser le pour et contre de ce que tu dis, faire attention aux mots que tu emploies, parce que des fois, tu dis des choses qui sont comprises autrement. Donc voilà, et je pense que c'est à tous les niveaux, ça. Je pense que c'est même dans le monde de la vie, tout simplement. Tout à fait. Tout à fait, oui. Il suffit de s'exprimer, de mal exprimer ou mal interpréter une phrase que l'on dit ou que l'on entend, et tout de suite, ça prend une ampleur énorme. Tout à fait. À toi, François. Donc on va juste dire les émissions de cette semaine. Donc demain on aura Julien Ménard de Téléfoot de TF1 à 20h15. Mercredi nous aurons Patrice Marquet, donc un ancien joueur du Paris Saint-Germain, de Bordeaux et d'autres clubs. Jeudi nous aurons Eddy Capron, donc à 20h15 aussi toutes les émissions. Donc il a joué à Nantes, il a joué aussi dans d'autres clubs. Et vendredi, nous aurons Kader Boudaoud, donc de France 2. Voilà. Encore. Ouais, ça va, c'est un peu. Donc je tenais à vous remercier encore, merci pour cette superbe émission. Et tout est enregistré, si vous voulez vous réécouter, ce sera disponible demain à partir de 13h en fait, 13h30 à peu près. Bon, ok, donc pas de souci, on partagera ça sur Twitter et Facebook pour les gens qui veulent réécouter l'émission notamment. Tout à fait. Merci beaucoup encore et superbe émission à tous les deux. Merci Xavier et merci Frédéric. Merci à toi, merci à vous. Merci à vous, merci à Xavier et heureux de te réentendre sur la radio après cette semaine un peu difficile pour toi au niveau santé. Tout à fait, ça va beaucoup mieux et je vous souhaite bonne nuit. Merci et bonne soirée à tout le monde. Ouais. À demain. Bonne soirée, à demain, au revoir. À demain.